Bienvenue sur Planète Wargame. Alors je dois vous dire les amis que en cette fin d'année je me sens d'humeur un peu guimauve, voyez-vous. J'ai envie de participer à la mièvrerie collective de saison et alors, pour ce faire d'ailleurs, je vais même joindre les deux mains sur ma tasse. Donc là le curseur de mièvrerie, j'ai envie de vous dire, il pète les compteurs quoi. Bon, pour vous raconter une histoire, une belle histoire, qui prouve que même dans les ténèbres d'un lointain futur, même au 41e millénaire, comme aujourd'hui, tout le monde peut trouver l'amour. Tout le monde. Il suffit juste de trouver le partenaire qui sait voir en vous votre vraie valeur. Allez, c'est parti. Les Genestealers. Alors, créature particulière que ce Genestealer, hein. Dans un premier temps, une de ses particularités, et non des moindres, je vais vous le mettre à l'écran pour qu'on voit un petit peu l'animal quand même, c'est de pouvoir perforer à main nue une armure Terminator Space Marine. Bah ouais, bon. Mais c'est pas là son principal atout. Non, son principal atout, d'abord, c'est sa bonté générale. Hein. Il va faire office d'éclaireur pour une flotte ruche tyrannide et seul, voilà, au mépris du danger, s'aventurer dans des contrées inconnues pour s'assurer que lorsque viendra l'heure de la fête, le reste de sa flotte ruche, le reste de ses congénères ne manqueront pas de biomasse pour soir à leur agrément, seront bien reçus. Il va même préparer leur arrivée, hein, voilà, en redoublant en rechignant pas devant l'ampleur de la tâche, pour bien préparer le terrain, que ce soit le plus agréable possible pour tous ces petits copains tyrannides lorsque l'heure sera venue. D'ailleurs, on parlait dans la dernière vidéo, lors du lore, de modes de débarquement les plus classes de la galaxie. Et j'ai vu pas mal de commentaires qui mentionnaient les tyrannides. Bon, quand même, hein, il faut reconnaître que ça doit être un peu flippant, mais assez stupéfiant, le spectacle de milliers d'organismes qui tombent du ciel comme ça sur un monde. Le débarquement tyrannide est revenu plusieurs fois comme l'un des potentiellement les plus classes de la galaxie. Je m'inscris un petit peu en faux avec ça, parce que une vraie invasion tyrannide, ça commence beaucoup plus modestement. Hein. Ça commence par une maigre petite place étroite en classe économique, j'ai envie de dire. Ça commence éventuellement même dans la soute d'un vaisseau cargo, un transport de marchandises. Bon, non, c'est des débuts. Ça commence un peu chichement, une invasion tyrannide. Ça commence avec un seul individu, un Genestealer, comme ça. Et voyez-vous, ce Genestealer, qui a pour but de préparer un petit peu l'arrivée de la flotte ruche qui y suivra, aura pour seule motivation, dans la tâche qui est la sienne et qui est quand même importante, hein, aura pour seule motivation de répondre à son impératif biologique le plus essentiel, se reproduire, perdurer, voir grandir ses enfants. Et il se trouve que malheureusement, les Genestealers sont obligés, ils ne peuvent pas faire cavalier seuls sur ce coup-là, ni même se contenter de rester dans l'entre-soi. Non, ils ont besoin d'un autre réceptacle, d'une autre espèce. Ils ne peuvent pas se reproduire entre eux. Ils ne peuvent pas. Donc, ça les pousse à sortir un petit peu de leur zone de confort. Donc en général, le Genestealer va s'infiltrer dans un vaisseau et ça le portera vers une planète inconnue où il ira le plus vite possible se cacher. Bon. Naturel timide au début. Mais il va vite falloir sortir un petit peu de sa timidité pour rencontrer l'élu de son cœur. Et alors, à cet égard, on va décrire plus tard le processus de... Comment dirais-je, le processus de reproduction du Genestealer, mais d'emblée, je voulais vous dire que l'enjeu de cette vidéo sera de savoir si seuls les humaines trouvent grâce aux yeux des Genestealers, ou bien est-ce que les orques, les Eldar, les Tau, les séides du chaos aussi, peuvent trouver grâce à leurs yeux. Est-ce qu'ils ont un espoir aussi au moins d'être aimés au moins une fois dans cette galaxie? Les réponses sont oui, oui, oui et oui. Tout. Mais c'est compliqué. On y reviendra. Bon, pour aborder le sujet des hybridations de Genestealer avec d'autres espèces autres que les humains, il va falloir passer fatalement par
une étape qui sera pas facile pour personne, mais c'est comme ça, c'est un petit peu... Là, je suis en mode RP, prof de SVT, et le moment est venu de passer au cours d'éducation sexuelle. Bon, ça va être gênant pour tout le monde, agréable pour personne, mais éducatif, on l'espère dans l'ensemble. Alors, j'apprendrai rien aux joueurs Cult Gene Stealer, qui sans doute sont déjà passés par là, déjà potassé tous les bouquins à ce sujet. C'est un peu les redoublants, on va dire, de ce cours d'éducation sexuelle. C'est un petit peu peut-être, même ceux qui ont déjà un peu trempé le biscuit. Bon, bah c'est comme ça. Vous restez silencieux. Peut-être qu'à la fin vers la fin de la vidéo, vous apprendrez quand même des choses. Peut-être. Pour l'instant, vous laissez vos petits camarades plus candides écouter la leçon. Alors, pour les Gene Stealers, ça se passe de la façon suivante. On a donc notre premier Gene Stealer qui arrive. Généralement seul. Parfois un petit groupe, plusieurs. Il a ses wingman avec lui, mais en général seul. Et ce Gene Stealer va se cacher donc aussi vite possible sur le monde sur lequel son moyen de transport humain ou autre l'aura amené. Et de là, il va chercher un autre pour recevoir son œuf. Voilà. Et ça se passe à peu près comme suit. Bon. Depuis sa planque, le Gene Stealer va attendre patiemment une première victime. Et en général, bon, l'approche initiale est un petit peu brutale, mais quand même, avec certains égards, puisque le but n'est pas de massacrer celui qu'il aura choisi entre tous, mais bien de le conserver en pleine forme, au contraire, enfin de veiller à son bien-être. Donc, c'est vrai que ça s'embarrasse pas, il fait pas de chichi à la base. Ça va commencer sans doute planqué depuis les égouts, de passer le bras par la grille et choper par la cheville un passant, une passante, peu importe. Pas regardant de ce côté-là, le Gene Stealer. Il est ouvert. Il est ouvert. Une fois chopé par la cheville et emmené dans son trou, sa tanière, son repère, il suffira d'un regard, à vrai dire, pour que la magie opère, le coup de foudre. Le regard des Gene Stealers est hypnotique, vraiment hypnotique pour beaucoup d'espèces, à vrai dire, mais les humains en premier lieu, alors là, en sont friands. Donc, complètement hypnotisé par le regard du Gene Stealer, l'humaine, traditionnellement, se laissera faire et subjuguer. C'est vraiment, voilà, ça se passe sans heurts, sans violence, ça, mais c'est comme ça. Donc, il faut quand même se figurer que, même au plus résolu d'entre nous, c'est un truc on peut pas lutter, quoi, c'est comme ça. Donc, oh, qu'est-ce qui nous arrive, alien clodo bizarre des égouts? Embrasse-moi, grand fou. Se laissera embrasser l'humain. Mais ce sera le baiser de la mort, à vrai dire. Ou le baiser de la vie, ça dépend des points de vue. L'ovopositeur se trouve dans la gorge du Gene Stealer et il va l'insérer dans la bouche, dans la gorge de sa victime, par un baiser langoureux. Baiser langoureux qui fera d'ailleurs s'évanouir, vraiment, l'élu du cœur du Gene Stealer. Et cette hôte se réveillera indemne, quelques jours plus tard, un peu groggy quand même, aucun souvenir de ce qui s'est passé. Bon, peut-être un peu, ça racle un petit peu la gorge vite fait, mais non, sans plus, aucun souvenir. Et puis il va vite passer à autre chose, parce que ça va être à son tour de ressentir le besoin absolument pressant de répondre à son impératif biologique à son tour. Il va vouloir, pour le dire allez, de manière on va dire allez, bien pour toutes les oreilles, il va vouloir fonder une famille le plus vite possible. Donc il va trouver à nouveau l'amour, Cupidon va décocher une nouvelle flèche, puisque il va falloir que cet hôte se reproduise le plus vite possible. Totalement inconscient pour sa part, comme pour sa partenaire, que l'infestation a déjà commencé. Il est déjà une créature dès à présent, mi-homme, mi-Gene Stealer. Le premier-né de cette union, j'ai envie de dire, et uniquement le premier-né,
naîtra sous la forme d'un hybride, lui, où pour le coup, ça se voit. Hein, il a il a les traits de son grand-père, on va dire. Il a les traits de son grand-père. Je vais vous illustrer un petit peu le propos, vous verrez, ce sera très clair. Regardez plutôt. On a ici une belle illustration de ce cycle-là. Donc d'abord, l'arrivée en classe charter, là, ici. Le Gene Stealer. Il arrive, le patriarche. Dès lors qu'il a déposé son œuf dans la bouche de quelqu'un, encore une fois, pas très regardant, n'importe qui, celui qui n'était qu'un simple Gene Stealer devient patriarche. Ça aura son importance plus tard. Ensuite, ce qui va se passer dans un second temps, comme je vous l'ai raconté, c'est effectivement que celui qui a reçu l'œuf va avoir une envie pressante de se reproduire. Et une fois que la créature sera née, encore une fois, elle ressemblera plus à son grand-père qu'autre chose, hein, donc elle aura vraiment une apparence assez monstrueuse, Gene Stealer. Ce sera là l'hybride de première génération. À vrai dire, ça ressemble même pas vraiment à un enfant humain. On est vraiment sur un physique très, très particulier. Physique que seule une mère peut aimer, hein, selon l'expression. Bah, c'est un peu ça. Ça vaut aussi pour ce cas précis, puisque les parents seront tout à fait indifférents à l'apparence de leur progéniture. Ils vont dissimuler le petit hybride pour son bien-être, pour sa sécurité, le traitant comme si c'était leur bébé, leur enfant, ce qui est un peu le cas, il faut le dire, mais par une combinaison de l'affection naturelle des parents pour leurs enfants, hein, et puis un besoin un peu plus instinctif transmis par via l'ovopositeur du Gene Stealer. Ils vont avoir un besoin assez primal, assez, même jusqu'à la férocité, celui de protéger leur petite progéniture. Et alors, ils peuvent faire d'autres enfants par la suite, hein, ça n'a aucune importance. Oh, on est sur une bonne lancée là, on va continuer, on va lui faire un petit frère. Bon, ils peuvent faire d'autres enfants par la suite, ça n'a aucune importance. Les enfants à naître qui viendront seront des humains standards en tout point. Voilà, seul le premier-né compte. Ensuite, on passe à l'image suivante. Voilà. Ils vont grandir patiemment, tranquillement, comme tous les autres enfants, un peu, cachés hein, quand même dans la communauté, parce que ça c'est pas un physique discret, quoi. Et puis, ils vont ressembler à peu près à ça, hein, quelque chose de cet ordre-là. Hein. Faut bien vous le dire. Voilà. Ils vont devoir eux-mêmes trouver, encore une fois, le grand amour. Et pour le coup, eux se reproduisent à la même manière que le patriarche initialement, c'est-à-dire par un simple baiser. Hein. En fait, ils s'embrassent très fort et ça fait un bébé. Hein. Donc ça fait une seconde génération qui va être un peu plus humaine, un peu moins Gene Stealer, mais quand même, encore... pas franchement un profil de gendre idéal, quoi. Donc pareil, ça va se reproduire toujours de la même façon, ça, via le baiser. À tout moment, dans ce cycle, peut intervenir ce qu'on appelle une naissance, ou pour des phénomènes pas tout à fait expliqués, ça va donner des aberrants, qui sont des créatures particulièrement massives et monstrueuses, qui ont leur utilité certainement plus tard, hein, pour le culte Gene Stealer naissant, mais... qui ne prennent pas place pleine et entière dans le processus de reproduction. Une fois qu'un enfant donc, de la seconde génération va avoir lui-même transmis ses gènes, on en arrive à la troisième génération. La troisième génération ont un aspect plus proche des êtres humains, beaucoup plus proche déjà, parfois encore un petit bras supplémentaire qui peut traîner, mais c'est assez rare, quelques petites traces de mutation, mais pas trop. Et là, il me semble qu'ils ont une chance sur deux d'avoir un ovopositeur eux-mêmes, hein, donc d'être stérile ou d'être de pouvoir se reproduire, toujours par les mêmes moyens. S'ils y arrivent, si à leur tour ça commence à faire une belle famille, tout ça, s'ils y arrivent, ils donneront naissance à des individus de quatrième génération. Là, cette fois-ci, la quatrième est très difficile à différencier des êtres humains standards. Hein.
On peut remarquer le regard quand même toujours un peu hypnotique. Ils sont tous glabres et chauves. Mais en eux, c'est toujours la même bête, hein, finalement. C'est toujours l'instinct du gene stealer qui sommeille en eux. Et là, on est sur des individus qui peuvent infiltrer toutes les strates de la société. Ils peuvent devenir, et ils y seront poussés d'ailleurs par leur instinct. Il y a un stade où à un moment donné, l'héritage bestial un petit peu de leur grand-père va rejaillir sous la forme de... C'est une petite voix de développement personnel qui résonne dans leur tête, quoi. Fais-le, rien n'est... Ils ont Shia LaBeouf, basiquement, Gene Stealer dans leur tête, qui... Do it. Ils vont essayer d'arriver par tous les moyens à gratter les postes clés dans l'administration impériale, ils vont avoir des postes influents, etc., etc., etc. De sorte que, à ce stade, leur dynastie a infesté une bonne partie de la planète, quoi. Et qu'est-ce qui se passe quand ils deviennent humains, quasiment d'apparence? Eh bien, à ce moment-là, ils vont donner une toute dernière génération, la 5e, vous voyez, la 4e génération qui se reproduit avec la population locale, et elle engendre des gene stealers pur sang, hein, comme leur arrière-grands-parents, comme le gene stealer originel qui était venu infester cette planète. Cette fois-ci, ce gene stealer sera prêt lui-même à partir trouver l'amour sur une autre planète lointaine, le cycle pouvant ainsi se répéter autre part dans la galaxie, avec ces nouveaux bébés prêts à partir à l'aventure. Et cette infestation se produit lentement, imperceptiblement, mais elle avance toujours, doucement mais sûrement. Et ça ne va finalement donner lieu à un conflit ouvert que si l'infestation est démasquée en quelque sorte. Si on les oblige à sortir de leur tanière, s'ils sont révélés, alors, on va partir dans un conflit ouvert. Mais sinon, ils restent comme ça et gagnent du terrain progressivement le plus possible jusqu'à la venue de la flotte ruche tyrannide qui les accueilleront à bras ouverts. Le tout s'accompagne naturellement d'un processus, on va dire, d'endoctrinement qui est à la fois aussi bien spirituel que génétique. C'est en eux, c'est comme ça. Et ça va se traduire par une forme de religion ou une autre qu'ils vont développer eux-mêmes, soit en se mettant à prier une forme de l'empereur à 4 bras, l'empereur à 4 bras, enfin, ce genre de choses. Ça va prendre cette dimension-là également. Et donc, quand on voit tout ça, on comprend que c'est un processus compliqué, et la question de savoir si on peut le reproduire avec d'autres espèces se pose. Voilà. Voyons voir, est-ce que je vous ai bien tout dit? Là, je n'ai rien oublié. Bien, ma foi, non. Je crois qu'on est bon. Donc, là-dessus, ça, c'est pour ce qu'il en est pour les humains. Peut-on reproduire le même phénomène avec d'autres créatures? Encore une fois, je vous ai dit en début de vidéo que la réponse était oui pour tous les usuels suspects, les autres mortels, etc. Il y a une particularité, les gene stealers vont avoir tendance, quand même, hein, ils sont très ouverts et ils voient au-delà de l'apparence, mais ils vont avoir tendance justement à juger une espèce à son intelligence, c'est-à-dire qu'ils ne vont contaminer que des espèces qui sont technologiquement suffisamment avancées, ou en tout cas ont les capacités cérébrales de le devenir, pour pouvoir un jour en arriver au stade du voyage spatial. Hein. Ça les intéresse pas forcément de rester bloqués à un moment donné sur une planète dont ils ne pourront pas sortir, parce que même leurs descendants, tout hybride qu'ils soient, en n'auront pas assez dans le bulbe pour vraiment envoyer des vaisseaux dans l'espace. Non, il faut donc tout ce qui est un petit peu, comment dirais-je sais pas, les créatures, espèces de mammifères paisibles, un grox, espèce de équivalent de vache, on va dire, au 41e millénaire, tout ça, ça les intéresse pas vraiment, quoi. Ça les intéresse pas vraiment. On sait pas s'il y aurait une possibilité biologique, hein, à ce que ça, au moins, ça puisse marcher, mais enfin,
Ce qui est sûr, c'est que ce qui en sortira n'ira pas très loin non plus, hein, à la conquête de la galaxie, quoi, hein, franchement. L'hybride, pas fou. Donc ils vont quand même s'intéresser uniquement au... Voilà, c'est la beauté intérieure pour eux qui compte, c'est l'intelligence, c'est leur critère premier. On en vient aux autres espèces. Alors, par qui va-t-on commencer ? On va commencer par les Eldar, pourquoi pas ? Allez, on commence par les Eldar. Donc chez les Eldar, oui, c'est possible. Mais c'est délicat pour plusieurs raisons. La première, et pas des moindres, c'est que les Eldar ont un cycle de gestation extrêmement long, une espérance de vie déjà incroyablement longue, un cycle de gestation également, ont tendance à se reproduire déjà rarement, enfin c'est un peu comme les pandas quoi, c'est un peu comme les pandas, sauf qu'en plus ils ont quasiment l'éternité pour eux, donc ils sont pas spécialement pressés quoi. Donc ce cycle là, quand on envisage de faire plusieurs générations d'affilée, hein, donc au moins 4 pour arriver à ses fins, c'est pas évident pour un Genestealer parce qu'il y a une chance qu'il voit pas naître ses petits-enfants ou ses arrière-petits-enfants. Ça marchera pas. On ne connaît pas l'espérance de vie d'un Genestealer, mais il y a fort à parier qu'elle soit pas non plus... Même si elle est assez longue, je crois que c'est suggéré dans le fluff, il n'est pas non plus éternel. Donc... avec des Eldar qui font des bébés tous les 250 ans, eh ben, c'est pas gagné cette affaire. Donc déjà, c'est le premier truc. Ensuite, il y a une deuxième particularité des Eldar, c'est que ils sont tous plus ou moins psychers sur les bords, quoi. Bon. Pas tous au point de voilà, d'avoir un rôle de combattant psyker sur le champ de bataille, mais ils ont tous ce potentiel psychique latent, assez fort, et donc ils le sentent venir, quoi. Quand ça commence à tourner un petit peu dans cette direction-là, ils disent, quand ils sont nombreux, on va dans une direction là, oh, je sais pas ce qu'on nous prépare là, mais le temps se couvre, à mon avis, ça se gâte. Donc ils vont sentir venir le coup, en général. Et à plus forte raison, leurs prophètes, leurs archontes vont sentir venir le coup. Donc c'est vraiment pas les autres idéales. Mais il y a au moins un exemple, et là attention, je vous dis spoiler alerte, si vous comptez lire des livres sur les Eldar impliquant les Inari, je ne vous donne même pas le titre du bouquin avant de donner mon spoiler, parce que si je vous dis ça c'est déjà dit, quoi, on va dire. Mais n'écoutez pas ce qui va suivre si vous comptez lire ces romans. Bon. Pour les autres, vous avez ce livre. L'Ascension des Inari, c'est une saga, hein, guerrier fantôme en l'occurrence, dans lequel, pour vous faire le synopsis assez rapidement, eh bien, un vaisseau Eldar réapparaît, il était perdu depuis longtemps, il réapparaît à proximité du vaisseau monde Yanden, le vaisseau monde un petit peu avec tous les spécialistes dans les gardes fantômes, seigneurs fantômes, etc., quoi. Le vaisseau monde des morts, hein, il y a beaucoup de morts, qui ont été tués par les tyrannides d'ailleurs. Bon. Ce vaisseau monde réapparaît à proximité de Yanden. Les Eldar d'Yanden sont assez réticents à l'idée d'y poser le pied parce que ça leur paraît louche cette histoire. Les Inari, Ivren, le Visarque, toute la bande se pointent à ce moment-là pour essayer d'influer un petit peu sur le cours du destin et convaincre les Eldar que c'est une bonne idée d'aller y poser le pied. Et ils sont prêts à le faire en premier. Pourquoi ? Parce que ce vaisseau, perdu depuis longtemps, abriterait dans son... comment on appelle ça ? Le réseau de... moelle spectrale, enfin dans son sein, au cœur, on va dire. Au cœur, il abriterait un passage vers un ancien monde, un truc qui les intéresse en fait pour récupérer un artefact. Ok. Donc ils y vont. Yana Arienal, célèbre personnage spécial qui était jouable dans le temps pour Yanden, les suit, leur emboîte le pas, et tout ce monde-là arrive à bord en constatant au passage que le vaisseau semble étrangement organique. Bon, premier indice, j'ai envie de dire. Ce que les habitants locaux, enfin du vaisseau, vont justifier par le fait qu'ils n'avaient plus vraiment de chanteurs de moelle spectrale. Vous savez, ces espèces d'artisans de la moelle qui jouent de la musique là, et qui façonnent les constructions Eldar.
mais plutôt des façonneurs, des chanteurs de chair, quoi. Bon, très bien. Tout ce monde-là arrive à bord, et Yenna Arianal pense retrouver là sa dynastie, ses ancêtres, qui étaient perdus. Elle se pensait, pour ainsi dire, orpheline de sa dynastie. Donc elle est très contente, mais, car il y a un mais, et on y vient, bon, tout le vaisseau est infesté par des Eldar Genestealers en réalité, tous. Et en fait, pourquoi est-ce que ça a pu se produire? C'est ça qui est intéressant. C'est parce que les Eldar étaient consentants dans cette affaire. C'est eux-mêmes eux qui ont pris les devants. L'idée était la suivante. Le mini-esprit de la ruche, vous savez, l'esprit collectif des tyrannides, l'ombre dans le warp qu'elle génère, on va dire, l'ombre dans le warp qu'elle génère permettrait de les protéger de la voracité de Slaanesh. Voilà. Bon, donc c'était un peu à l'instar des Inari, un autre moyen de se préserver de la voracité de ce dieu, en faisant un pari risqué, on va dire. Ben, c'est un petit peu ce qu'ils ont fait. Et donc on a des Eldar infestés par les Genestealers. En fait, ça marche à partir du moment où ils sont partants pour tenter l'aventure. Sinon, être victime d'une infestation, c'est compliqué pour eux, ils voient venir le coup. Encore une fois, bon, ils font pas de bébé très souvent, donc c'est pas très intéressant pour les Genestealers, mais si les Genestealers intéressent les Eldar, alors là ça peut se passer autrement. Voilà. Pour la petite histoire, il y a même un avatar qui en même temps est le patriarche, alors je sais pas comment... C'est comme ça. Patriarche et avatar ont muté en une seule créature. Si ça peut vous inspirer au niveau des thèmes, conversions, si vous voulez des Eldar Genestealers, ben voilà une voie à suivre potentiellement. Si vous pouvez trouver une justification à partir du moment où ça intéresse les Eldar, en quelque sorte. Ou alors, je sais pas quel plan pour qu'ils en soient victimes sans s'en rendre compte, mais bon. Donc, compliqué les Eldar. Possible, mais compliqué. Ensuite, on en arrive à un cas de figure beaucoup plus simple et beaucoup plus répandu, les orques. Les orques, bon bah voilà. Sur le papier, ça promet. Sur le papier, marions-les, ils sont faits pour être ensemble. Reproduction végétale par sport, des orques. Comme ça, sans besoin d'accouplement, sans partenaire à trouver, sans... juste automatique, la reproduction, c'est même pas une question chez eux, ça vient tout seul. Plus infestation comme ça, un seul spécimen pouvant engendrer tout l'écosystème orc, c'est très bon quoi. Bon. En pratique, il y a plusieurs problèmes. Ils peuvent être contournés, mais il y a plusieurs problèmes. Le premier, et pas des moindres, est que l'hybride, orc et Genestealer, si un Genestealer parvient à faire le baiser de la mort à un orc, c'est que le fruit de leur union sera un orc hybride qui sera beaucoup plus calme, froid et calculateur que les autres. Et du coup, bah, il sera pas assez impulsif, il sera pas assez énervé, il aura un tempérament beaucoup trop placide, il sera pas assez violent, et donc il sera pas assez orc finalement. Donc les autres spécimens vont avoir tendance à le rejeter, le persécuter, le tabasser, le tuer, enfin la complète quoi. C'est pas... Ils le sentent et non, c'est pas orc. Il est trop calme, beaucoup trop calme. Donc, en général, ça se passe mal pour le premier hybride. Bon, donc on a ça. Néanmoins, c'est quand même aisément supporté dans le fluff, comme on peut le voir par exemple dans des sources récentes à vrai dire, que je vais vous exposer. En vrac, on a... alors attendez. On a... Ouais, on va commencer par ça, c'est peut-être le plus marrant déjà. Sur le Regimental Standard, le site un petit peu parodique avec les articles humoristiques, on va dire, mais officiels, hein, pour Warhammer Community, tout ça, les affiches de propagande impériale, etc. On a un guide des Daka. Les Daka normaux, les Hot Daka, les Blasty Daka, tout genre de Daka, les Fast Daka, et puis les Squishy Daka quand même. Les Squishy Daka. Et alors si on traduit, certains boys d'Octarius ont eu leurs mécanos qui ont volé des genres de Daka particuliers qui viendraient des Tyranids. Ça marche plutôt bien hein, du moment que vous continuez à les nourrir. On peut voir hein, là le flingue, l'espèce de dévoreur, je sais pas quoi.
Vous pouvez en obtenir certains de la part de Hulg Lots Arms, donc Hulg beaucoup de bras. Vous avez juste besoin de dire en somme j'en suis, si jamais il vous bassine avec ses histoires de Gork et Mork, mais avec 4 bras pour mieux taper, ou le patriarque. Ce genre de discours, si ça vous saoule, vous dites j'en suis, et il vous vendra le flingue tyrannide sans tergiverser. Donc, et ça c'est plutôt récent, Mais c'est pas tout. C'est pas tout. On a aussi d'autres petites choses là-dedans. Codex Genestealer Cult. Le V7, je crois. Malheureusement, cet aspect disparaît complètement du codex V9 et même V8, j'ai rien vu. Xenoguerre. Un culte Genestealer grandit dans l'ombre du monde épave d'Aka du secteur Octarius. Les orques du mont Mécaniac sont impressionnés par l'énorme gargante Clawbeast, une monstruosité de métal violacé dotée de 6 membres. Lorsque les Vostroyan Firstborn s'abattent pour tuer le souverain de la planète, Gornmek du point E de fer, Clawbeast, le gargante donc, est déployé avec des effets terrifiants. Les Vostroyens sont envoyés en compagnies entières de chars Devil Dog pour dessouder le gargante et parviennent à l'arrêter avant que son ventre s'ouvre et répande des centaines de Genestealers dans les rangs de l'Astra Militarum. Les Xenos éventrent les blindés et font un festin de l'abondance de chair qu'ils renfermaient. Ouais. Donc vous voyez, c'est fluffiquement supporté, valide, il n'y a pas de problème, plusieurs occurrences récentes. Je parle même pas des temps anciens, alors les deuxième édition, Rock Trader, tout ça, alors ça y va gaiement. Bon, Rock Trader, les Tyrannides n'ont aucun rapport avec les Genestealers, c'est un peu particulier, mais deuxième édition, on y va, vous avez même des listes d'armées et des figurines qui sont sorties. Des figurines, ouais, et bien entendu, pour, comment dirais-je, les cultistes Genestealers orques, jugez plutôt. Hop là. Vous voyez ? On peut voir indistinctement à son bras, même s'il n'est pas en vert, qu'il est segmenté un peu comme un bras de Tyrannide ou Genestealer, quoi. Vous voyez ? Bon, mais ça c'est à l'ancienne, il y avait des listes d'armées, etc. Tout ce qui est V3 et plus récent, bon, voilà, c'est un nouveau Warhammer 40 000 en somme. La V2, il y a du fluff intéressant, il faut en prendre, il faut en laisser. Pour si on s'intéresse au fluff récent, pas à l'arc et au fluff, bah, il y en a à prendre, il y en a à laisser. C'est un jeu très différent, un univers très différent. Tout est là, en même temps, en V2. Et puis, rien n'est vraiment encore Warhammer 40 000, quoi. Donc, pour les orques, on peut voir que c'est complètement possible. À cet égard, si le thème des orques Genestealer vous intéresse, je vous propose de regarder quelques petites conversions et je vous renverrai pour ce faire vers le blog d'Alaric Cantonin. Pour tout vous dire, Alaric Cantonin avait partagé avec nous ses figurines pendant les premiers lives Warhammer Quest, des lives où on regardait les figurines de nos spectateurs, et c'est ce qui m'a partiellement inspiré le sujet de cette vidéo, parce que ça m'a convaincu qu'après tout, les hybrides, avec un grand Z, dans le cas des orques, pouvait être un des sujets intéressants, vecteur de plein d'idées marrantes, rigolotes ou sympas en conversion. J'étais plutôt sceptique à la base sur le côté, bon, on prend les deux, on mélange et ça devient un peu confus cette histoire. Finalement, non. En tout cas, chez les orques, ça dépend du Xenos, hein, mais chez les orques, ça peut s'harmoniser quand même vachement bien cette histoire. Un peu à l'image de cette conversion de base, par exemple, où là, en juxtaposant le haut de la tête d'un Genestealer au bas de la tête d'un orc, vous voyez que c'est parfait, c'est étonnant, c'est troublant à quel point ça marche bien. Et après, pour le corps, on peut choisir à loisir son degré de mutation souhaité. Est-ce qu'on est plus sur le côté Genestealer, le côté orc, on peut y aller gaiement. Mais vous voyez, finalement, je disais tout à l'heure, Marion Lay, ils sont faits pour être ensemble. Ben ouais, plutôt, hein, même au niveau figurine, au niveau modélisme. Et ça devient un thème vraiment intéressant derrière, dans le sens où
il y a la possibilité de mélanger allègrement, à sa guise, des éléments du lore des orques, des éléments du lore des cultes de Genestealer, de faire plein de sortes de créations, parce que par rebond, il y a deux choses qui vont se passer notamment. Toute l'ingénierie orque, elle va se modifier pour répondre davantage à leur psyché altérée, qui va désormais briller une forme un peu modifiée de Gork et Mork, plus Genestealerisée, donc ils vont modifier leur machine en conséquence. Par effet rebond également, les squigs vont être affectés par la corruption des orques, et naître sous forme d'hybride aussi, de hybrides, plutôt, c'est plus correct. Excusez-moi pour cette faute, on dit hybride. Donc voilà, on peut faire finalement plein... Regardez ça, le Gargant Genestealer, qui encore une fois est tout à fait officiellement dans le lore encore récent, hein, c'est le codex V6 que je vous montrais tout à l'heure, et 100% approuvé, officiel Games Workshop, hein, vous voyez. Donc même ce genre d'excentricité finalement trouve tout à fait sa place dans l'univers de Warhammer 40 000, et ça peut devenir des thèmes très intéressants sur lesquels on peut faire des conversions pendant des années. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Alaric Cantonin, et c'est pour ça que je vous renvoie particulièrement vers son blog si vous voulez approfondir le sujet, parce que c'est pas une armée qu'il a commencé hier, il l'a commencé il y a très 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 longtemps. Pour tout vous dire, c'est un canal blog, donc c'est pas une affaire récente cette histoire. Mais il la poursuit encore aujourd'hui avec de nouvelles éditions à chaque fois sur des thèmes différents, des conversions différentes. À cet égard, il m'a dit qu'il posterait des photos non encore montrées sur Planet Wargame Insiders, de nouvelles conversions qui sont venues agrémenter son armée entre-temps, donc je vous invite à rejoindre le groupe si ce n'est pas déjà le cas, le groupe Facebook Planet Wargame Insiders, hein, c'est gratuit, c'est un groupe Facebook, hein. Le lien sera aussi dans la description, parce que ça peut être l'opportunité de voir les autres hybrides qu'il pourrait avoir convertis entre-temps. Voilà. Ça fourmille de plein de petites idées super sympas et de conversions ingénieuses, cette histoire, donc c'est vraiment cool à regarder. J'ai dit plusieurs fois, ils sont faits pour être ensemble, marions-les. S'agissant des Genestealers et des orques, je me dois de faire un petit point quand même sur le mode de reproduction des orcoïdes, des squigoïdes. Vous allez voir que c'est hyper important pour tout projet de conversion qui aurait pour thème un croisement de Genestealer et orc. Alors, le cours d'SVT d'éducation sexuelle se poursuit depuis le début finalement de ce truc-là. Alors voilà, pour les orques, comment ça se passe ? L'attrait particulier que vont représenter les orques pour les Genestealers, c'est le suivant. Un orc est un être parfaitement autosuffisant s'agissant de reproduction. Pour faire perdurer son espèce, et même au sens très large, il se suffit à lui-même, un seul orc. Et d'ailleurs, c'est un aspect assez fascinant de leur lore, assez beau même, presque poétique à certains égards, qui est que, ce n'est pas une espèce sexuée, l'orque tient autant du végétal que de l'animal, hein, et leur mode de reproduction reflète ceci. Un orque va générer, libérer des spores tout au long de sa vie. Des spores qui volent au vent. Et cette dissémination de spores va atteindre son point culminant lors de la mort de l'orque, quel qu'il soit. N'importe quel orcoïde. Plus ils se battent, plus ils génèrent de spores. Plus ils grossissent d'une part, plus ils deviennent balèzes, plus ils génèrent de spores. Donc quelque part, la guerre est pour eux un moyen de répondre à cet impératif biologique de reproduction. C'est pour ça qu'ils sont aussi poussés vers la violence et la guerre. Pour eux, c'est comme ça. Pensez aux générations futures, quoi. Et alors, ces petites spores vont voler au gré des vents, un petit peu comme pour plein de fleurs, végétaux en tout genre. Lorsqu'elles se posent au sol, si le terrain est suffisamment propice, alors il faut un peu d'ombre, un peu d'humidité, etc. La spore va fertiliser le sol, générer un genre de champignon qui va pousser. En dessous de ce champignon, au niveau de ses, entre guillemets, racines, on va dire, on va trouver un genre d'utérus ou de poche de placenta, comme ça, au sein de laquelle va se développer
soit un orc, soit un Gretchin, soit un futur médico, un futur mécano, ces orcs un peu prédisposés dans ces domaines de spécialisation. Un futur nobs, un balèze, un orc plutôt chétif au contraire, enfin toute la diversité des orcs, encore une fois Gretchins, Snotlings, un futur fouettard, etc. Bon, tous ces orcs aux rôles sociaux un petit peu prédéterminés. Mais c'est pas tout également, toute la variété presque infinie des squigoïdes, ce qui est assez fascinant, c'est-à-dire que leur règne animal aux orques est contenu en eux, en chacun d'eux, et en ceci il y a quelque chose de plutôt beau je trouve, parce que si on le transpose à l'humanité, ce serait magnifique, il y a quelque chose... Alors on serait plus des créatures sexuées, on perdrait un petit peu la différence homme-femme, c'est vrai que de ce côté-là on y perdrait quand même, moi ça me fait un peu de peine. Mais, pour le reste, chaque humain serait une sorte d'Adam primordial, et puis de Noé en même temps, c'est-à-dire qu'il aurait en lui l'espoir pour reproduire tout notre écosystème, notre règne animal en nous. Un seul d'entre nous suffirait. Un humain perdu sur une planète esselée, lorsqu'il mourra, fera bourgeonner tout autour de lui, sur cette planète, ce qui donnera lieu à une résurgence de tout son écosystème. Et donc, en vrac, des girafes, des paons, des cerfs, des sangliers, c'est magnifique, toute la diversité humaine aussi qui renaîtra à nouveau de ça. Alors des noirs, des asiates, des blancs, des petits, des grands, des malins, des costauds, et encore une fois tout ça avec parsemé de tous les animaux de la création. Ça serait fascinant quoi. Ce serait fascinant. Bon, on comprend mieux pourquoi, si on part de ce principe-là. Un seul orc infesté, c'est du pain béni pour un culte de Genestealer, enfin pour un patriarche Genestealer en tout cas. Donc oui, c'est parfait. Il y a juste ce problème-là, qui est que quand l'orc, et en général les orcs le sont souvent, se tient en compagnie de ses congénères, les premiers hybrides, les spores contaminés par l'ADN du Genestealer qu'il va libérer vont donner naissance à des hybrides, et des hybrides trop calmes, trop placides, trop raisonnés pour passer pour de bons orques, et ceux-ci vont se faire du coup exclure, tabasser, tuer, ostraciser par le reste de la communauté orque, qui va les renifler et les trouver pas assez orques à leur goût. Donc, en fait, comme premier contaminé, un orc seul, solitaire, un marginal, un délaissé peut-être déjà, va être un meilleur vecteur qu'un orc qui appartient à un clan, qui va voir régulièrement les siens, parce que un orc, c'est parfait pour un culte Genestealer, plein d'orcs, ça prendra difficilement, parce qu'ils vont se faire exterminer par les autres orcs qui ne sont pas contaminés assez vite. Donc voilà. Et d'ailleurs dans le fluff, alors là j'arrive plus à retrouver la source, mais il me semble que c'est suggéré que les hybrides vont avoir plus tendance à pouvoir se développer naturellement chez les orcs sauvages, plutôt que chez les orcs des clans. Parce que les orcs sauvages ont plus tendance à vivre longtemps en solitaire ou loin les uns des autres, etc. Bon, vous savez tout ce qu'il y a à savoir, je crois, pour faire des hybrides orcs Genestealers. Encore une fois, ça peut être le prétexte à plein de choses amusantes, réimaginer et la spiritualité orc et les différents rôles de spécialistes. À l'aune de ça, réimaginer le rôle des Gretchins, réimaginer le rôle des squigs, tous les squigs, en fait c'est ça quoi, le potentiel est infini. Donc ça peut être très marrant, très sympa, et se faire gentiment cette histoire. Voilà. Pour le reste, je vous propose de passer à une autre espèce Xenos. On va passer au tau, pourquoi pas. Alors, les taux. Les taux, là encore, Codex Genestealer Cult, c'est le V6. J'ai dit V7 tout à l'heure, je crois, c'était une erreur, hein, c'est 6ème édition. Le bien suprême corrompu. Ah, bon. Un Genestealer de la flotte ruge Gorgone atteint le monde 7 taux de Ximienne. La créature est capturée par les scientifiques de la caste de la Terre. Puis, soumise à une analyse poussée, où un modeste travailleur finit par se voir implanter une portion de germe. Il l'ont fait volontairement. Bon, les êtres grotesques qui apparaissent dans les laboratoires sont perçus comme des curiosités par la caste de la Terre, avide de connaissances.
car l'approche des taux vis-à-vis des autres espèces est fondée sur le concept de la tolérance. Oui. Ils pêchent souvent par excès de tolérance, les taux, hein, c'est un petit peu ça. Hein. Autant c'est tout à leur honneur par rapport à des espèces intelligentes avec lesquelles ils peuvent commercer, interagir, etc., par rapport à l'Imperium, autant envoyer des délégations diplomatiques aux Eldar noirs, là, faire une petite crèche d'hybride Genestealer et essayer de voir comment ils répondent aux jouets éducatifs, c'est pas fou, franchement, ça se voit que c'est hostile, bordel, ça se... Vous voyez pas à un moment donné le danger là? Bon, bah c'est comme ça. Donc encore une fois, ils se font avoir, hein. Un pas vers moi, un pas vers toi, un pas vers moi, un pas... Ah, une bouffe la jugulaire, bah c'est un peu ça. Donc, lorsqu'une sanglante dissidence éclate parmi les divisions de recherche, la caste du feu est appelée en renfort et découvre que plusieurs installations souterraines sont envahies. Ximienne est consumée par la guerre et mis sous quarantaine pendant 10 ans, avant que l'excentrique éthéré Aungol ne le déclare productif et vierge de toute souillure. Alors, c'est à peine voilé, enfin volontairement, hein, que l'excentrique éthéré qui arrive et qui dit circuler, il n'y a rien à voir à la fin, bon, il en est. Alors, s'agissant des taux de Genestealers, bon, j'ai un peu réfléchi à la question, et en quoi est-ce que ça peut être intéressant cette histoire? Il y a plusieurs particularités des taux à prendre en compte. Leur système de caste, et qui est même pas seulement une subdivision du travail en fonction des spécialités. C'est ça, mais c'est plus que ça. C'est aussi génétique chez eux. C'est-à-dire que les taux ne se reproduisent qu'au sein d'une même caste. Alors la terre, c'est les ingénieurs, la caste du feu, c'est la caste des guerriers, etc. etc. Ça peut être intéressant d'imaginer du coup des branches, des subdivisions, des hybrides qui vont suivre quand même cette division-là, cette spécialisation de chaque caste. Ça peut être intéressant. Ça donne lieu à des hybridations différentes, suivant la caste qui va être infectée. On a aussi les éthérés qui chapeautent tout ça et qui, on le sait, opèrent un contrôle mental quand même bien ferme sur l'ensemble des castes. Mais on voit là, même dans ces petits extraits de fluff, que les éthérés peuvent être tout à fait corrompus par les Genestealers. Et ça va tenir lieu un petit peu de prêtres du culte, de magus ou de choses comme ça. Donc ça peut être particulièrement intéressant. Il y a une petite image, pourquoi pas, de taux de Genestealer, d'une proposition de conversion comme ça. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Au début, j'ai pas trop aimé le côté pur Kuntaz en termes de jeu avec l'arme sismique pour les taux Genestealer ici. Je me suis dit oui, bon, c'est juste pour le jouer avec le codex Genestealer, quoi. Mais finalement, je peux bien aimer parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le... Et ce qui est suggéré d'ailleurs dans le petit extrait de lore qu'on a lu. Ça peut être d'autres castes. Ça peut être la caste de la Terre et ce côté arme expérimentale ou outil plus ou moins scientifique là qui est suggéré avec cette arme qui ressemble à un canon sismique et en même temps un petit peu tôt, bah, ça peut être intéressant. On peut avoir là plutôt des membres de la caste de la Terre qui sont corrompus. Cet aspect-là peut être sympathique, je trouve. Donc il y a quelque chose à en tirer, clairement. Voilà, je laisse ça à votre imagination. Qu'est-ce que ça peut donner? Les taux sont assez naïfs, faut pas l'oublier. On voit là un exemple de comment ça se passe quand ils sont exposés pour la première fois à des Genestealers. Ils apprennent quoi, hein. Et difficilement ils apprennent par l'erreur. Hein. Donc le scénario peut se reproduire encore bien des fois. Un autre aspect intéressant, je trouve, de l'Empire Tau combiné aux Genestealers, c'est que les Tau ont recours souvent à des auxiliaires venant d'autres peuples, d'autres espèces. Ils sont plutôt ouverts là-dessus. Donc ça peut être intéressant d'imaginer, notamment via la caste de la Terre, via les scientifiques, mais pas que, des hybrides générés comme ça, avec d'autres espèces, volontairement, vous voyez, une corruption volontaire des auxiliaires croûtes, ou d'autres espèces encore. Bon, Speed, pourquoi pas, mais il y a plein de... Le potentiel est assez infini à ce niveau-là. Y compris des espèces qui, naturellement, n'auraient pas tendance à s'allier aux Tau ou surtout à être corruptibles par les Genestealers.
dès lors qu'on ajoute le petit côté volontaire et scientifique de la corruption, ça peut être intéressant, vous voyez ce que je veux dire. Chez les croûtes, là encore il y a un morceau de fluff, désolé, je n'arrive pas à le ressourcer. C'est dans un des codex Genestealer Cult, une des éditions, mais je retrouve plus laquelle. Les croûtes peuvent être corrompues par le Genestealer, mais naturellement ça va assez mal se passer. Celui qui le sera ostracisé parce que les croûtes le sentent instantanément, un petit peu à l'instar des orques à vrai dire. Et le mentor de la lignée a pour rôle de veiller sur l'orientation de sa génétique, un petit peu de sa lignée, suivant ce qu'il consomme. Parce que dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, c'est un petit peu le mantra des croûtes. Donc ils vont manger, consommer des choses pour s'adapter vers une certaine évolution. Le mentor regarde ça de près, donc quand il commence à voir un de ces croûtes qui dévie un petit peu de la branche, ça va mal se passer. Par contre, si c'est volontairement induit par les taux, volontairement, et il n'y a pas que le baiser du Genestealer qui peut engendrer cette mutation. Il y a également, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais des formes de contamination volontaire par le sang, par exemple des hybrides de deuxième, troisième génération. Il est possible de contaminer également une espèce par des transfusions sanguines, enfin ce genre de choses peut arriver. C'est le rôle notamment des biophagus, je crois, chez le culte Genestealer humain. Donc, tout est possible quand on ajoute un petit peu de la science magique des taux par-dessus le bordel. On peut même imaginer du coup, pour le côté un petit peu, on va dire, alliance multi-espèces des taux, on peut imaginer que toutes soient liées par la corruption de Genestealer et tendent vers un même but finalement. Même, pourquoi pas, des orques Genestealer alliés à des taux pour le coup, parce qu'ils auraient quand même la même vision fondamentale, ils se reconnaîtraient en ceci, qu'ils œuvrent vers un même but. Voilà. Qu'ils attendent les mêmes libérateurs célestes à venir, les tyrannides, en somme. Donc, c'est plus intéressant qu'il n'y paraît. Au début, je me suis dit, oui, pourquoi des taux juste avec les trois petits trucs là, sur le front, c'est pas intéressant, enfin, fais une armée de taux normale, c'est mieux. Mais finalement, il y a un potentiel, Alors, on va en arriver au dernier point principal de mutation possible et, étonnamment ou non d'ailleurs, encore supporté dans le lore récent, les Genestealers du chaos. Petit extrait. Les Genestealers du chaos, avec là un passage qui s'appelle Infestation et épidémie. Le culte ténébreux se trouve infesté au lieu de jouer les infestateurs. Lorsque son gros porteur est avalé par une tempête warp qui le conduit en périphérie du jardin de Nurgle. Le culte découvre la véritable signification du parasitisme et de l'horreur. Finalement, le grand-père des épidémies permet au culte de revenir dans l'espace réel, horriblement altéré, et prêt à servir les desseins maladifs de son nouveau maître. Bon. Donc, culte Genestealer, humain, du chaos. Oui, c'est possible. Et c'est encore il n'y a pas si longtemps. Dans un bouquin Games Workshop officiel. Une petite illustration à ce niveau-là que j'ai trouvé rapidement sur internet. Voilà, c'est assez marrant. La petite trouvaille, je trouve, dans le lot, c'est d'avoir mis les trois lunes, les trois cercles là sur les lorgnons de celui-ci pour faire le symbole de Nurgle. Bon, c'est assez marrant. À ce niveau-là, bon, il n'y a pas vraiment de mystère. Si vous cherchez une bible des cultes Genestealer du chaos, faut vous renvoyer à Rogue Trader, où c'était non seulement, c'était développé comme jamais, puisqu'il y avait même une liste d'armées spécialement pour ça, donc Rogue Trader, avec notamment la compilation d'articles de White Dwarf là, qui centralise toute la liste d'armées pour des cultistes Genestealer du chaos, avec les patriarches possédés par des démons majeurs, enfin tout un bordel. Il faut bien vous dire que, oui, le culte Genestealer était abordé de manière complètement différente dans Rogue Trader. On était, rien à voir avec les tyrannides, c'était une autre affaire quoi. Mais ça peut vous inspirer si
le cœur vous en dit. J'avoue que les cultes de Genestealer du chaos, c'est un peu ce sur quoi j'ai le plus de mal à imaginer quelque chose qui tienne la route, qui en même temps laisse lieu à l'expression de plein de créativité au niveau des unités. J'ai un peu plus de mal à imaginer parce que ça commence à faire un mélange de saveurs un petit peu aux antipodes, j'ai envie de dire, un petit peu opposé, quoi. On prend tout le repas de Noël pourtant glorieux, on mélange tout dans un grand seau et on appelle ça une recette. Ça va pas forcément être fou. Vous voyez ce côté-là, j'ai du mal à l'imaginer. Mais si vous avez l'intuition, le sentiment, quelque chose d'intéressant à faire avec ça, ma foi, pourquoi pas. C'est vrai qu'en mélangeant les esthétiques de, disons, par exemple le Slanesh avec les cultes Genestealer, il y a quelque chose à faire peut-être avec leurs espèces de prêtres, prêtresses, avec ouais bon pourquoi pas, enfin cette ambiance Eyes Wide Shut en coulisses peut être sympa, il peut y avoir quelque chose. Le côté Nurgle, bon clairement on imagine bien que le vecteur de l'épidémie peste de Nurgle plus corruption génétique Genestealer, c'est un combo, celui-ci j'ai pas envie de le choper quoi. Rien que la scène du baiser de la mort entre le Genestealer et le Nurgle, c'est pas forcément fou. Hein, déjà que c'est troublant pour les humains. L'insertion de l'œuf là, mais c'est vrai que ça ressemble à un roulage de pelle pas ouf. Un baiser où les deux gardent les yeux ouverts, grands ouverts, et de beaucoup trop près. C'est pas dingue. Mais bon, c'est une possibilité. C'est suggéré comme vous le voyez dans le fluff, alors ma foi, pourquoi pas. On va revenir un petit peu parce que là je crois qu'on a fait tous les Xenos principaux pour lesquels c'était possible. J'en ai peut-être laissé de côté. Les Eldar noirs. Les Eldar noirs effectivement c'est compliqué. Les Eldar noirs naissent en cuve. Enfin sont des clones plutôt. Sont des clones donc ça n'arrivera pas. Encore une fois il y a un petit extrait de lore que je n'arrive pas à sourcer, je suis désolé. C'est le deuxième pour cette vidéo mais qui évoque la corruption d'Eldar Noir indirectement lorsqu'il décide, comme ça, pour le fun, de s'implanter plutôt des bras de cultistes Genestealer vaincus, qu'ils ont tués, et puis ils se disent, bah tiens, finalement, bon ça je le loot, c'est pas mal, c'est sympa. Et ils décident volontairement eux-mêmes de s'implanter des bras, des appendices, ou des trucs comme ça, de Genestealers. Et ils finissent par tous parler, je crois, de la même flotte ruche prisonnière dans la toile. Enfin, en gros, ça corrompt un peu leurs pensées. Ils votent tyrannide, quoi, par la suite, un petit peu, involontairement. Donc, finalement, biologiquement, un Genestealer qui va corrompre de l'Eldar Noir, ça va pas donner grand-chose. Par contre, les Eldar Noirs qui sont assez stupides pour jouer avec ces éléments dangereux, ça peut se produire. Ouais. La folie des tourmenteurs, on peut volontairement bien l'imaginer pour faire des créations plus excentriques que les petits camarades du labo d'à côté. Ils peuvent être tentés de jouer avec ça. Donc là encore, ça peut donner lieu à vos projets de conversion, etc. Voilà. Il y avait l'atelier d'Azael qui avait fait des choses sympas à ce sujet. Corruption mi-Eldar Noir, mi-Tyrannide. Leurs deux esthétiques se mélangent assez bien. Donc c'est à vous d'écrire l'histoire, mais ça peut donner des conversions assez jolies, parce que c'est très compatible, les esthétiques des deux factions, paradoxalement. Ensuite, on se rapproche un petit peu plus, parce que bon, les Nécrons, je vous ferai pas l'affront d'expliquer en quoi ça marche pas. On se rapproche un petit peu plus de nous, de l'être humain, avec les Abhumains, qui peuvent donner lieu à des projets d'armée originaux. Les Abhumains, alors les plus communs, Ratlings et Ogreens, il n'y a pas de contre-indication, ils se reproduisent comme tout un chacun, je veux dire, vraiment. Ratlings, donc les hobbits du 41e millénaire, ni plus ni moins, hein, c'est des hobbits. Au début, j'avoue que je me suis dit, mais qui voudrait faire des Ratlings de Genestealer, vraiment? Où est le cool factor dans les Ogreens? Et puis, encore une fois, tout était finalement dans le Seigneur des Anneaux dès la base, parce que la base, les Ratlings juste en chauve, je me suis dit, quel est l'intérêt? Mais en fait, non, tu passes de petits hobbits joufflus à Gollum, ni plus ni moins.
C'est la forme que pourrait prendre cette corruption, hein, visuellement en tout cas. Et ça pourrait commencer à devenir intéressant, cet aspect plus... Les rendre un peu plus troglodytes à mesure qu'ils mutent vers le Genestealer pourrait devenir pas si mal, pas si mal. Ça peut être une histoire d'arrière-plan, on va dire de campement, de régiment. Bon, les Ratlings ont tendance à disparaître. On sait que voilà, le Ratlings, il est semblable au Hobbit. Hein, voilà, il est prêt à... il est prêt à toutes les roublardises et même à la désertion si il y a moyen de gratter un petit pain ou un deuxième petit déjeuner. Donc il peut faire le mur par rapport au campement Astra Militarum et à cette occasion-là se faire choper par un Gene. C'est vraiment une proie facile, hein, pour un Genestealer. C'est pas sport, hein, même quelque part. Hein. Franchement, de choper ouais, c'est pas très sport. Mais il peut facilement choper du coup un Ratling et le corrompre. Bon, et après, ouais, on peut avoir ces espèces de semi-Gollum. Pourquoi pas. De là à en faire une armée, j'ai un peu du mal. Encore qu'il faudrait se méfier parce que, ayant souvent le rôle de sniper, leur veulerie, leur lâcheté naturelle, mais combiné à cette malveillance, ça pourrait être dangereux pour les officiers de son régiment, qui auraient tendance à se faire tirer dans le dos. Bon, pourquoi pas. On va avoir les Ogryns. Alors là, les Ogryns, il y a plus de potentiel, c'est sûr, parce que c'est quand même une sacrée montagne de muscles, un Ogryn, mais encore une fois, bon, pas de... Biologiquement, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, c'est comme les êtres humains, hein, a priori. Enfin, j'ai fait mes recherches et ça se passe pour les Ogryns, un petit peu comme pour tout être humain. C'est éventuellement un peu plus bruyant d'être et un peu plus impitoyable pour le mobilier, leur accouplement, parce que c'est des ogres, hein, essentiellement, mais ça se passe de la même manière. La gestation peut-être un peu plus longue, vu qu'ils sont plus balèzes, j'imagine que la grossesse dure plus longtemps. Mais pour le reste, ça peut donner naissance à des petits Ogryns hybrides. Bon. La faiblesse du truc, je le vois tout simplement en termes d'opportunité de modélisme. Ça va ressembler furieusement aux aberrantes Genestealers déjà existants, cette histoire. C'est là où ça fait pas forcément très envie. Sauf si votre imagination vous conduit vers une autre voie en termes de conversion. Mais moi j'ai l'impression que ça va ressembler aux aberrantes Genestealers. Des gros mutants tyrannidisés. C'est déjà présent dès la base dans le Genestealer culte. Pourquoi s'embêter à faire une armée spéciale pour ça? Bon, je sais pas. En revanche, après ouais, c'est un peu à l'instar des orques, hein, l'Ogryn est un peu bas de plafond. Ça peut être marrant d'imaginer ce que donne un culte secret, une secte d'Ogryn au sein d'un régiment, qui commencerait par les Ogryns au sein du régiment d'Astra Militarum. C'est vrai que ça peut être assez marrant. Le côté... les Ogryns qui se regardent entre eux, j'ai compris. Il peut y avoir quelque chose. En fait, le giga complot, la toile d'influence secrète, les espèces... c'est pas mal. Enfin, les plans de Turbo Illuminati, mais qui plafonnent à 45 de QI, ça peut être assez rigolo à imaginer. Hormis ça, au niveau modélisme, je vois pas trop d'opportunités. Bon. On se rapproche encore un petit peu. Abumin, et ouais, les nouveaux venus dans la galaxie, les Kogna, les Ligues de Votan. Bah eux, limite, je peux pas vraiment répondre. Ce sont des clones, côté Ligue de Votan. Donc ils sont engendrés artificiellement, pas des clones copies exactes, hein, les uns des autres, mais c'est des exemplaires produits par une intelligence artificielle, produits par les Votan, qui vont piocher dans des banques de données génétiques, de quoi engendrer des individus différents les uns des autres, et sexués du reste, hein. Il y a des femelles et des mâles chez les Kogna, mais c'est pas fonctionnel, c'est pas le plan pour perpétuer l'espèce, hein, les reproductions naturelles. Non, c'est juste, ils vont piocher dans la diversité de ce patrimoine génétique accumulé pour peut-être rendre hommage plus qu'autre chose à leurs ancêtres et se refaçonner un petit peu plus à leur image. Mais pour le reste, est-ce que les Kogna jouent au jeu de la bête à deux dos?
Est-ce que, même pour le fun, je sais pas, pour le sport, est-ce qu'ils le font ou pas? Je ne sais pas, j'ai pas trouvé la réponse dans le codex. Mystère. Est-ce que ça donne grand-chose, cette histoire? Est-ce qu'ils sont tous stériles, volontairement, pour... Moi, j'aurais tendance à penser que c'est vraisemblable. S'ils sont engendrés artificiellement, volontairement, pour que les lignées restent saines et ne souffrent pas de corruption liée à toutes les... Enfin, vous voyez que les MST qu'on peut choper au 41e millénaire sont quand même énervés. Hein. Je veux dire, la scarlatine, la syphilis, c'est une chose, hein, certes, et c'est à ne pas négliger. Mais le baiser du Gene Stealer, c'est quand même autre chose. Hein. Bon. Donc, pour maintenir un pool sain d'individus, les Kogna ont recours à cette espèce de comment dirais-je, enfin, ces naissances artificielles. Donc je suis pas sûr que ça donne grand chose chez les Kogna, une corruption Gene Stealer. Pas sûr. Je sais même pas s'ils peuvent se reproduire entre eux. Donc voilà. En revanche, il y a les squats qui restent au sein de l'Imperium, souvent marginalisés en tant que travailleurs dans des métiers pas forcément enviables. Donc là, ça peut complètement prendre place parce que eux, même si j'ai pas trouvé de confirmation à ce sujet, il n'y en a pas non plus dans les bouquins de Necromunda, je crois. Les squats, il y a tout lieu de pensée. Alors c'est le même peuple, c'est la même espèce que ou sous-espèce plutôt, que les Kogna. Sauf qu'ils n'appartiennent pas aux ligues de Votan. Ils n'ont pas tout le stuff moderne qui va avec. Ils sont restés au sein de l'Imperium, voilà. Tout ce petit monde-là, sans mauvais jeu de mots, mais tous ces nains du 41e millénaire sont des abhumains quand même à la base. L'Imperium l'ignore parfois, il les prend pour des Xénos, les ligues de Votan, il les confond avec d'autres Xénos aussi. Il est confus à ce sujet, il sait que les squats en revanche sont des abhumains, donc bon, mais il opère pas vraiment le rapprochement. Les ligues de Votan, elles, savent, mais le gardent pour elles, que elles descendent d'humains de l'ancienne Terra pré-impériale. Donc ce sont bien des humains à la base, qui ont muté. Au niveau des petits squats, ça peut bien se passer, et là, ouais, ça se développe tranquille. Franchement, je trouve que c'est un thème d'armée, justement, qui se fait tout seul. Enfin, vraiment, les squats, plus qu'on trouve en figurine pour Necromunda, les squats mineurs de fond, là, ça se fait tranquillement. C'est le même thème, en fait, que les Gene Stealer cultes humains. C'est le même thème de prédilection. Ils se reproduisent à l'ancienne. Bon. Il n'y a aucune... objection en termes de lore, aucune contre-indication, ça se fait tout seul. Et ça peut être un projet d'armée plutôt sympa. Bon. On se rapproche encore un petit peu de nous, je crois avoir fait le tour des abhumains principaux. Alors il y en a toute une myriade après derrière, une infinité même possible d'abhumains existants, d'humains qui ont muté pour s'adapter à des conditions, des environnements particuliers. Mais ils sont plus rares et parfois n'ont pas de représentation en figurine. Il faut déjà faire des conversions pour les représenter. Je ne vais pas pouvoir tous les couvrir évidemment, puisqu'il y en a quasiment une infinité, mais pour les principaux, on a vu en tout cas ce que ça donnait, les hybrides de Gene Stealer. Ensuite, je me contenterai de dire que j'aurais tendance à déconseiller de faire des abhumains très rares, très exotiques, mélangés à du Gene Stealer. Pourquoi ? Parce que ça fait beaucoup à encaisser pour votre malheureux adversaire sur la table de jeu, qui va essayer de devoir rentrer dans votre univers. C'est beaucoup. Des Gene Stealer orcs. Tout le monde connaît les orcs, et tout le monde connaît les Gene Stealer. Alors des Gene Stealer orcs, on arrive à imaginer. Quand on les voit sur la table, on dit « Ah, d'accord ». Le joueur courant comprend même instantanément en fait. Le modélisme suffit. Si vous commencez à vouloir faire des Fellini de Gene Stealer, des hommes-chats, Gene Stealerisés, c'est un bordel. Enfin, vous risquez de vous enfermer un petit peu trop dans votre univers propre, dans lequel personne ne pourra vous rejoindre, quoi. Donc j'aurais tendance à déconseiller. Mais bon, il y a peut-être une espèce par-ci par-là qui passerait bien. Ensuite, on se rapproche encore parce qu'on a traité tous les principaux Xénos, abhumains, etc.
On a vu que dans bien des cas, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, c'est possible de... la vie trouve toujours un chemin. Donc on peut se faire des monstres particulièrement dégénérés. Ça c'est assez cool, des hybridations de Genestealer bien alambiquées. On se rapproche peut-être pour passer vraiment aux armées de Genestealer originales, mais sans partir dans des trucs très exotiques. Les humains de base. On en a un exemple avec l'armée officielle, bien sûr, et ça va impliquer un peu toutes les strates de la société, mais il y a moyen de faire des choses encore un peu plus originales aussi si on le souhaite. Pourquoi pas en vrac Militarum Tempestus corrompu, sœur de bataille, ce genre de choses. Tiens, Space Marine, on va évacuer déjà l'éléphant au milieu de la pièce, les Space Marines. Là, je pense que c'est mort. Il faut y renoncer définitivement. Ça va pas marcher. Ça va pas le faire parce que l'organisme transhumain du Space Marine va contrecarrer et écraser la corruption de Genestealer en premier lieu. Il peut lui faire le baiser de la mort, mais ça générera pas grand chose de plus qu'un mal de gorge. Et sans doute un état de rage et de folie partielle qui peut dire au pire, un Genestealer peut guère que tuer un Space Marine et puis c'est tout, quoi. Pour ce qui est de le corrompre, ce sera pas évident. Donc, de ce point de vue-là, c'est un peu mort. J'ai pensé à des plans alternatifs à base de... Les recrues sont déjà corrompus, ce sont déjà des hybrides Genestealer humains de 4e génération. 3e, dans 3e ça se voit encore un petit peu, hein, on peut le deviner. Parfois, donc c'est compliqué, mais 4e génération qui sont recrutés en tant qu'aspirants Space Marines, s'ils sont particulièrement valeureux. J'avais pensé à ça, mais bon, quand les différents implants, les organes supplémentaires, les modifications génétiques interviendront pour le transformer en Space Marine, ça risque de tuer son espèce de grossesse cachée, quoi. Donc ça marchera pas vraiment. Autre plan, tous les serfs, tous les serviteurs encore humains du chapitre peuvent être plus ou moins corrompus, même si souvent ce sont des aspirants rejetés, donc ils ont eux-mêmes quand même une physiologie un peu hors norme. Et mine de rien, l'humble serf de chapitre ou truc comme ça peut être déjà assez costaud, en fait, et puis avoir une génétique assez solide. C'est compliqué. Et le seul plan que j'ai imaginé qui pourrait vaguement donner lieu à ça, ce serait une corruption astucieuse par un biophagus ou un truc comme ça, une sorte de scientifique, on va dire, humain Genestealer, qui irait glisser un stock de sang corrompu dans l'apothécarion, l'infirmerie en quelque sorte, d'un chapitre. Alors déjà, bon, faut s'infiltrer à bord des croiseurs d'attaque, à bord des vaisseaux Space Marines, à bord de au sein de leur forteresse sur leur monde chapitral, substituer les échantillons, les machins, à l'insu de l'apothicaire, bon c'est quand même chiadé. Les petits serviteurs éventuellement médicaux pourraient plus ou moins infiltrer cette cellule-là et ça pourrait corrompre des Space Marines potentiellement qui passeraient entre les mains de ce Toubib, l'apothicaire là qui a son insu. Ouais, vous voyez où je veux en venir, quoi. Enfin bref, il leur ferait une Laurent Fabius Bill, quoi. Une Laurent Fabius Bill, vous avez compris, avec des... Ouais, je vais pas le dire, c'est trop sensible. Mais bon, bref, des échantillons contaminés, on va dire. Donc, là-dessus, mettons. C'est compliqué, quoi. Le Space Marine Genestealer, moi je m'y aventurerais pas. Je vous déconseille d'aller dans ces eaux-là, c'est un peu bancal. On a vu qu'il y avait 50 000 possibilités plus tôt, même certaines qu'on pensait impossibles, et qui pourtant sont possibles, comme hybridation. Space Marines, c'est peut-être celle à laquelle il faut renoncer. Vous voyez ? Néanmoins, on peut imaginer plein de choses sympas. Des rock traders, les libres marchands, des espèces de corsaires marchands, humains, avec des équipages plutôt hétéroclites, de plein de spécialistes, de mousses, de capitaines différents, même pourquoi pas, on sait qu'ils ont la lettre de marque, en tant que corsaires, ils sont un peu plus ouverts que les autres éventuellement, car nécessité fait parfois loi aux confins de la galaxie, ils peuvent même avoir 1, 2, 3 Xenos différents parmi leur équipage, enfin, c'est la mentalité pirate, quoi, c'est un peu plus...
paradoxalement, des fois la barbarie va se mélanger à une forme de progressisme extrême, parce que c'est finalement libéré des lois terrestres, hein, cette affaire. Donc on peut imaginer un équipage Rogue Trader hétéroclite, corrompu, assez intéressant, et dont l'ultime particularité serait sans doute que eux ne sont pas voués à disparaître dès lors que leur prophétie millénariste s'accomplit, les libérateurs célestes descendent des étoiles pour tous les sauver, les tyrannides en l'occurrence. Hein. Leur corruption génétique va avoir tendance à faire penser ça aux humains. Voilà. À voir les tyrannides comme des sortes de dieux sauveurs, enfin bon, ce genre de choses. Tout ça se termine assez mal en général pour les hybrides courants, parce que si dans un premier temps les organismes tyrannides de guerre sont programmés pour reconnaître les corrompus Genestealers, et donc qu'ils vont les hybrides vont se battre aux côtés des tyrannides dans un premier temps, sans que les tyrannides ne s'attaquent à eux. Ils reconnaîtront que c'est des humains qui sont alliés à leur cause. À la fin, en dernière instance, quand la poussière est retombée et que tout le reste des forces non corrompues a été battu sur la planète, il s'en ira des hybrides Genestealers comme de tout autre humain. Hein. Tout ça finira dans des fosses de digestion pour être recyclé plus tard. Voilà, leur destin final est d'être dévorés par les dieux pour lesquels ils auront travaillé la venue depuis des générations et des générations. Bref, donc le Rogue Trader peut avoir la particularité que quand même il conserve un petit peu, surtout sur les 4e générations, toutes leurs facultés mentales, hein, les hybrides, et donc ils peuvent éventuellement passer d'une planète à l'autre jusqu'à envoyer le signal psychique qui fait venir les tyrannides sur la planète, une fois qu'elle est bien corrompue, que tout est... Voilà, la table est mise, quoi. Et se casser très vite pour passer d'une planète à une autre. C'est pas impossible. On peut avoir leur instinct tyrannide qui est implanté en eux, qui leur dit vous, un peu à l'instar du Genestealer solitaire, vous passez d'une planète à l'autre. Ça peut être pas mal. On peut avoir ainsi un culte Genestealer nomade qui survit à la venue des tyrannides à chaque fois. Ça peut être possible. L'esprit de la ruche est malin, hein, vous savez, voilà quoi, il va toujours vers la solution la plus optimale pour lui. Donc de ce côté-là, le côté Rogue Trader Genestealer est un cas à part qui peut être intéressant. Et les opportunités de conversion sont infinies. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre en vrac comme ça, comme armée prête à jouer côté Imperium, mais qu'on ne voit jamais corrompu par les cultes Genestealer? On peut imaginer des sœurs de bataille, pourquoi pas. C'est vrai que, attendez, il y avait une petite image là, Pete, The Wargamer, un youtubeur assez célèbre qui fait des conversions, voilà, avait fait cette proposition visuelle, et je peux comprendre, hein, l'attrait, c'est plutôt cool. C'est pas sans évoquer d'ailleurs c'était le but, hein, de sa conversion, hein, de se rapprocher de l'illustration du codex Genestealer Cult, où bon, c'est pas une sœur de bataille qu'on voit explicitement représentée ici, hein. C'est plus une aristocrate impériale, mais en revanche, c'est ça qui l'a inspiré vers ce projet de conversion, et de fait, ouais, il y a un attrait visuel, hein, que je peux comprendre, dans le fait de se faire une petite sororité de sœurs de bataille Genestealerisées. Alors, penchons-nous un petit peu sur leur cas, comme ça, avec les outils qu'on a à disposition. Comment c'est possible, cette histoire? Parce que le cool factor est là, définitivement. Hein, bon, on le voit, hein, voilà. Les visages blafards, là, quand même, mais les armures, l'iconographie, les armes des sœurs de bataille, le fait, en dernière analyse, qu'elles soient gardiennes de la foi, donc dès lors que cette foi est altérée, corrompue, ça peut devenir intéressant d'être à ces postes clés, en fait, de corrompre indirectement par le biais spirituel toute la population d'un monde, ça peut être très intéressant.
Donc comment ça peut se passer cette histoire? Bon, dans un premier temps, il nous faut, il faut que le patriarche Genestealer jette son dévolu, ait un coup de cœur pour une sœur de bataille. N'importe quel niveau, bon, très bien. Alors, elles ont un emploi du temps chargé, elles sont rarement seules, c'est un peu le défaut. Si le baiser du Genestealer doit s'opérer au vu et au su de toutes, ses consoeurs vont avoir tendance à supprimer et le Genestealer et la sœur atteinte. Donc ça se passera mal. Par contre, il faut qu'il la chope, qu'il en chope une solitaire, quoi, à un moment donné. Corvée de rallumage de cierge ou un truc comme ça. Si elle est dans ses tâches quotidiennes, elle opère un truc précis où elle est seule, il y a moyen que le Genestealer planqué dans le confessionnal, hop là, encore une fois, avec son approche de Gentleman Lover habituelle, en chopant sa victime par les chevilles et en la soulevant au-dessus du sol. Bon, donc on en a une première. Elle est plus entraînée que la moyenne des humains au combat rapproché, donc elle peut lui coller un nion ou deux. Bon, c'est vrai que on se balade pas toujours avec son bolter, donc ça va être compliqué de résister à un Genestealer quand même sans armes. Même les Terminator Space Marines ont du mal, hein, donc malgré l'entraînement, une sorte de bataille, on pourra pas faire grand chose sans armes. Et puis surtout, on a toujours l'argument du regard hypnotique du Genestealer, irrésistible a priori pour beaucoup d'espèces, mais notamment les humains. La sœur de bataille a un peu plus de rectitude mentale, on va dire, mais ça n'empêchera pas que le regard hypnotisant fera son effet, donc normalement elle se laissera faire. On reprend le cycle habituel par rapport aux corruptions de Genestealer. On a désormais notre porteuse de l'ovopositeur, elle s'est fait ovopositer, porteuse de la partie Genestealer là dans la gorge. Bon, très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer à un moment donné que ça va forcément la démanger plus que d'habitude. Donc là, c'est là où la foi peut faire la différence. La sœur, quand même, a une foi plus inébranlable que l'humain courant. Elles sont entraînées matin, midi et soir pour ça. Donc elle va avoir une résistance accrue à ce genre de pulsion. Du reste, le devoir sacré reste la priorité, quoi. Bon. Néanmoins, il est décrit comme irrépressible s'agissant de l'infestation par les Genestealer. Déjà que tout humain l'a plus ou moins à différents degrés, cet appétit, mais s'agissant une contamination de Genestealer, c'est on veut fonder une famille vite, dans l'instant, quoi. Donc, dans un premier temps, tous les cierges de la paroisse risquent d'y passer. Ça suffira pas à calmer son appétit. Il va bien falloir se trouver un badaud, un villageois, un innocent qui passe par là. Faudra faire le mur du couvent. Ok, très bien. Bon, après, on le trouve facilement, hein, le badaud dans le coin. Ok, très bien. On peut même ne pas sortir, hein, tout simplement, du couvent et trouver en ces murs un candidat potentiel. Après tout, pourquoi pas, ça doit fourmiller de petits, on va dire de jeunes prêtres en train de faire leur classe, qui ne sont pas non plus incorruptibles encore à ce stade. On va trouver plein de petits serviteurs de machin, ça doit être un boulot à temps plein, je pense déjà, d'avoir le serviteur qui rallume, rééteint les cierges. Justement, ils sont tordus, il en manque un sur le chandelier. Qu'est-ce qui se passe? Qui peut être victime d'impulsion prédatrice de la sœur. Et puis là c'est parti, alors ma foi, c'est pas compliqué, quoi. C'est pas la barrière principale, on va dire, dans la naissance du culte. Elle peut tout à fait. Excusez-moi, je viens d'y penser. Elle peut tout à fait lui glisser une quickie façon le nom de la rose. C'est bon, quoi. Terminé, on n'en parle plus. C'est rapide. Bonjour jeune homme, au revoir monsieur. Bref. Donc ça c'est fait. On a notre sœur de bataille enceinte. Ok, très bien. Comment ça se passe? Il faut qu'elle cache le polygénal dans le tiroir pour accoucher de son petit monstre. Une première génération. À ce stade-là, ils sont monstrueux, les petits Genestealer. Alors. Là, en fait, c'est là où c'est un petit peu mort si c'était une sœur des ordres militants, parce que c'est pas très compatible avec l'armure énergétique, en particulier l'armure énergétique à corset.
la grossesse, hein, corset et armure énergétique, et grossesse, ça ne fait pas bon ménage. Si c'est une sœur des ordres non militants, alors bon, bah là, les robes liturgiques, tout ça, c'est assez ample, ça va, bon, ça passe tranquillement sous les plis et les replis de ce genre de costumes liturgiques, justement, qui ont de la place. Mais sœur militante, c'est compliqué. Il va falloir qu'elle trouve une sérieuse excuse, un mot de dispense, de guerre pendant ce temps-là, pour ne pas porter son armure. Donc c'est délicat. Et après, qu'est-ce que ça fait ? Ça nous fait un petit monstre plus Genestealer qu'humain. Celui-ci, il doit faire comme le patriarche, choper quelqu'un d'autre. On va dire que ça va être une autre sœur. Il va aller au plus proche. Pour le besoin de notre sororité convertie, c'est ça le projet d'armée. Esthétiquement, on tend vers ça. Donc, il va choper une autre sœur. L'histoire recommence. Elle recommence encore. Ça fait beaucoup de coïncidences, mais c'est possible. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a ? À la fin, on a... si personne s'est fait choper dans tout ce processus, c'est quand même compliqué, on a des hybrides à peu près indiscernables des humains. Chauves, mais indiscernables des humains. Bah, ils rentrent pas dans les ordres de sort de bataille pour autant, quoi. C'est pas pour ça qu'ils vont intégrer la Schola Progenium ou ce genre de choses. Donc ça va juste corrompre la population humaine de la planète plus qu'autre chose, hein, je trouve. Encore une fois, pas facile. Pas facile. Pas facile. Vous savez quoi, je pense que le truc le plus simple qui va impliquer beaucoup moins de concours de circonstances, beaucoup moins de secrets évidents mais non découverts, beaucoup moins de rendez-vous au clair de lune, hein, entre un paysan du coin ou un jeune moine défroqué et puis une sœur de bataille, ce qui va impliquer beaucoup moins de toutes ces choses-là, c'est tout simplement en premier lieu d'avoir soit la chanoinesse, peu crédible, elle est costaude quand même, il y a moyen qu'elle foute une branlée au Genestealer, hein. Soit un prêtre, tout simplement, le prêtre de la paroisse, corrompu Genestealer, il sera chauve, ça se voit pas, ils sont déjà quasiment tous chauves, qui corrompt le vin de messe, quoi, hein, en somme. C'est simple, hein. Encore une fois, façon Biophagus, façon scientifique hybride Genestealer, il y a des moyens plus insidieux quand même de mener à ce genre de corruption. Donc on peut imaginer que le culte naisse en dehors du couvent, que celui-ci arrive au stade où il crée des biophagus, des choses comme ça, qu'un des prêtres en fasse partie, c'est possible, c'est même suggéré dans une fiction sur Warhammer+, il y a un épisode Hammer and Bolter consacré à ça. Bon, donc, on a notre prêtre Genestealer, lui, il a accès un petit peu, il a les clés, voilà, en dernière analyse, des armoires à aliments liturgiques, hein, en vrac, et vins, des choses comme ça, bon, pourquoi pas. Il peut induire une corruption par ce biais-là, quelque chose de ce ordre-là. Des onctions, de trucs contaminants, enfin, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Et donc, on aura une sororité sœur de bataille. Si, voilà, tout ça pour en arriver à obtenir ce genre de visuel si ça vous inspire et ça vous intéresse. Je crois qu'on a couvert à peu près tous les cas de figure courants. Si jamais vous avez des idées d'autres hybridations, n'hésitez pas à les glisser en commentaire. Pourquoi pas, je vois pas trop ce qui pourrait manquer. On a tout fait, en vrac. Les Votann, Orc, Tau, Eldar, Chaos, Eldar Noir, Humain de tout acabit, Abhumain. Je crois que la boucle est bouclée et on a fait tous les principaux hybrides possibles. Voilà. On voit qu'on peut rentrer dans un sacré bordel quand on commence à arriver sur des squigs genestealerisés, mais un joyeux bordel qui peut donner lieu à des trucs très intéressants. Ça peut aussi être quand même un petit peu confus quand on en vient à des Genestealers du chaos ou ce genre de choses. Mais, à peu près toutes les forces humaines peuvent être corrompues. Et là où je voulais en venir finalement avec l'objet de cette vidéo, où au début je m'étais juste dit oh, les orques Genestealers c'est plutôt cool. Là où je voulais en venir, c'est que c'est un thème d'armée, culte Genestealer, potentiellement bien plus vaste que culte Genestealer humain. On peut imaginer plein de choses avec ça. Pas forcément
que les mineurs des profondeurs, parce qu'en général, les figurines représentent des mineurs qui vont creuser la terre et voilà. C'est pas forcément que des cultes d'ouvriers comme ça. C'est pas voilà, ça peut aller bien au-delà, bien au-delà. Et donc tout y passe, quoi. Tout y passe. Voilà. Bon, et si le sujet vous inspire, n'hésitez pas à mettre des commentaires complémentaires par rapport à ce sujet, des idées. Ça commence à intéresser un petit peu du monde, ces vidéos l'or en or, et il y a moyen que d'autres passionnés sur le sujet vous apportent aussi des idées complémentaires sur votre projet d'armée, vous répondent, est-ce que c'est possible, pas possible, d'imaginer tel genre d'hybridation, tout ça, et puis voilà. N'hésitez pas encore une fois à aller vous inscrire sur Planet Wargame Insiders si c'est pas le cas, pour avoir une chance sur notre groupe Facebook d'apercevoir les créations récentes d'Alaric Cantona, qui nous montre un petit peu des photos de ces nouveaux orques, ces nouveaux hybrides cultes Gene Steel Orc. Ça vaut le détour. Et puis, allez faire un tour sur son blog si le sujet vous intéresse. Et du reste, amusez-vous. Amusez-vous. Voilà, googlez un nom de faction plus Genestealer. Après, vous voyez à quoi ressemblent les bébés. Ça peut être assez marrant. Bon, sur ce, bonne peinture, bon jeu, et à bientôt. Ciao. Et j'en profite pour rappeler que je me sens d'humeur généreuse. J'offre les Minetti, tous les Minetti et leur transport à l'un de nos soutiens tirés au sort qui nous rejoindra avant le 24 décembre. Vous avez jusqu'au 24 décembre pour nous rejoindre sur Tipeee, Twitch. Un achat sur MyHobbyPlace, ça compte aussi, et tirage au sort.